Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne pour comprendre et décrypter le secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec un focus sur les montres d'investissement. Vous aurez le plaisir de retrouver l'interview de Pascal Paul, le PDG de Chronos 360, qui était sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques jours pour nous expliquer quelles ont été les montres qui ont bien fonctionné en 2025 et quelles sont ses prévisions pour l'année 2026. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine. Un Enjeu Patrimoine où nous aurons le plaisir d'accueillir Philippe Feuille, le président de la compagnie des CGP, avec qui nous ferons un point sur l'année 2025 et la façon dont elle s'est déroulée pour la compagnie des CGP, les perspectives 2026 de la compagnie des CGP et puis la manière de faire son métier de conseiller en gestion de patrimoine début 2026. Donc des questions que nous aborderons avec Philippe Feuille. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous ferons un focus sur les produits structurés et plus spécifiquement sur le métier de structureur avec Nicolas Dubos, directeur associé de Nexo Capital. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Philippe Feuille, le président de la compagnie des CGP. Bonjour Philippe. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. On va faire un bilan ensemble un petit peu de l'année 2025 pour la compagnie des CGP. Et puis on va se poser la question un petit peu de votre vision du rôle du CGP et du métier du CGP en ce début d'année 2026. Déjà, comment est-ce que la compagnie des CGP a vécu l'année 2025, Philippe ? Alors, on va positiver, Nicolas. Déjà, en nombre d'adhérents, effectivement, nous avons une augmentation relativement importante pour l'ensemble des associations. Ça, c'est le côté positif de la compagnie. Le côté négatif, c'est que malheureusement, nous avons perdu l'IAS, la compagnie IAS. L'agrément AMF pour la compagnie IAS, oui. ACPR, pas AMF. ACPR, pardon. ACPR, puisqu'il faut bien dissocier AMF, ACPR. Bien sûr, AMF oui. pour les CIF et ACPR pour l'IOB et l'assurance. Pour une question de représentativité, je dis tout simplement que c'est une loi qui a été très mal faite, avec un problème évident de communication de terrain. C'est comme ça n'empêche pas que nous continuons à avancer. N'oublions pas que nous avons beaucoup de CIF qui sont à la compagnie, qui y restent bien évidemment, et qui sont en même temps qui ont l'activité assurantielle. Bien sûr. Donc on continue à avancer, on continue à se développer. Et puis nous avons quand même gardé la structure juridique de l'IAS, parce qu'il y a l'aspect juridique et il y a l'aspect de la loi. Ce sont deux choses quand même différentes. Donc on peut continuer à informer sur certains points les adhérents qui en ont besoin. Parce que la perte de l'agrément était liée donc, du coup à un seuil non atteint en matière de représentativité. Seuil de représentativité, oui, tout à fait. Ça veut dire qu'on fait plus d'assurance à la compagnie des CGP au global ? Si, on continue à faire de l'assurance. Alors, pas la partie IAS, puisque nous n'avons plus le droit, puisque l'agrément est sorti, mais on continue à garder le statut juridique pour apporter les informations que les adhérents CIF qui font de l'IAS puissent avoir besoin. Comment est-ce que vous abordez à la compagnie des CGP, Philippe, le début d'année 2026 face aux différents enjeux auxquels font face les CGP ? Je pense, alors évidemment, il y a les enjeux d'investissement, il y a les enjeux au niveau européen, en matière notamment de modèle économique qui a été remis en cause à un moment par la Retail Investment Strategy. Finalement, le sujet semble plutôt écarté à l'heure actuelle, en tout cas dans la dernière mouture de l'accord qui a été signé en fin d'année dernière. Écoutez, enfin, décembre 2025, avec le poids, il faut le dire quand même, de la France et de l'Allemagne qui ont pesé de tout leur poids, nous avons effectivement le système de commissionnement qui est maintenu. Alors vous savez qu'il y avait également la problématique de value for money, qui est un ratio entre la performance du contrat et les frais qui peuvent être engagés par rapport au client. Mais aujourd'hui, l'équilibre est fait dans ce sens. Et toutes les UC qui avaient des coûts et des frais de gestion relativement importants ont été sortis. Et donc aujourd'hui, on a trouvé l'équilibre. Et surtout, nous avons effectivement
eu le plaisir de voir que enfin les commissions étaient donc maintenues et sauvées dans ce sens. Il ne faut pas oublier que d'ailleurs, je le précise, mais ça nous a permis, lorsqu'il y a eu la crise du Covid, de pouvoir continuer à accompagner nos clients et à pouvoir pérenniser l'ensemble des sociétés qui sont les nôtres. Donc je pense qu'il y a toute une chaîne économique dont on pourra d'ailleurs peut-être parler tout à l'heure, qu'il ne faut pas oublier. Dans une chaîne économique, tout le monde, à des niveaux différents, sont quand même aussi concernés par ce système financier. Mais bon, c'est sauvé, c'est la bonne nouvelle. Ce que vous dites, c'est qu'effectivement, il y a un modèle économique du monde des conseillers en gestion de patrimoine à l'heure actuelle qui fonctionne aussi avec ces rétrocommissions, et ça a permis de sauver au moment du Covid, c'est-à-dire c'est qu'on a continué à travailler via ce... Absolument. Absolument, ça a permis de continuer à la fois d'apporter un accompagnement, une proximité, un suivi auprès des clients. Imaginez demain, vous n'avez plus de sources de rémunération qui permettent effectivement de pérenniser la société, forcément les sociétés périclitent complètement. Donc ça a permis effectivement de stabiliser, d'apporter le conseil auprès des clients. Et ce sujet de value for money, cette idée que du coup maintenant il faut qu'il y ait un ratio entre la performance pour le client et les coûts associés finalement au conseil, là aussi ça vient harmoniser, peut-être améliorer la manière dont on fait son métier aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être effectivement des frais de gestion qui étaient à revoir pour certaines sociétés ou certains fonds, qui aujourd'hui n'ont plus lieu, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais qui permet de trouver un rapport, un équilibre, une équité entre d'un côté la performance du produit et sa rentabilité pour le client, et puis les frais que ça peut engager. Parce que moi, je veux bien, si vous voulez tout entendre, on pourrait également parler des actifs et des passifs. On pourrait gestion passive, gestion active. Voilà, absolument. Aujourd'hui, il y a quand même toute une chaîne économique humaine qui est concernée. Alors, je ne suis pas contre les machines, je ne suis pas contre l'IA, je suis pour le progrès, mais je pense qu'il faut faire quand même très attention. Au bout d'un certain temps, l'humain dans notre métier a un rôle qui est prépondérant. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et alors justement, ça amène une question que je voulais vous poser, Philippe Feuille, c'est comment est-ce qu'on fait son métier de CGP face à des collectes croissantes en matière d'ETF et de gestion dite passive. Comment est-ce qu'on justifie son rôle et son accompagnement quand on voit effectivement que beaucoup se contentent d'investir sur des ETF MSCI World, par exemple? J'entends votre question. Et là se pose un problème qui est un problème évident. Je le répète, d'un côté, nous avons donc un système humain avec effectivement ce que l'on peut considérer une gestion active, et de l'autre, nous avons une gestion passive où effectivement on retrouve tout ce qui peut être ETF. Donc forcément, les marges de rentabilité ne sont pas les mêmes, puisque lorsque vous avez une machine, il y a moins de frais, etc. Et donc le client a tendance à se porter naturellement vers ce genre de produit. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons un équilibre humain, un accompagnement client et l'aspect généraliste de notre profession, parce qu'il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas uniquement sur une activité de conseil en investissement, on intervient tant sur le plan patrimonial, fiscal, juridique, familial, etc. Bien sûr. Et donc tout ça fait que vous pouvez avoir les meilleurs produits du monde. Si en face, vous n'avez pas un interlocuteur, un professionnel qui s'identifie et qui peut pouvoir vous suivre pendant un certain nombre d'années, là va se poser le problème. Donc, il faut trouver cet équilibre, au même titre que l'on peut trouver cet équilibre avec l'IA, c'est-à-dire savoir travailler avec et pas contre, et justement pour essayer d'optimiser, notamment par rapport à la réglementation et toutes les contraintes que l'on connaît, qui sont un avantage pour la profession parce que ça nous permet d'être crédibles par rapport à tout ça, mais de gagner du temps. Donc le système de l'IA peut nous y aider. Donc c'est des outils en plus pour le conseiller en gestion de patrimoine, et il faut composer avec. C'est une nouvelle manière de faire son métier aussi. C'est ça, tout à fait. Mais l'humain reste au cœur du réacteur. L'humain, c'est quand même le plus important. Et vous savez que je suis un fervent défenseur de cette relation de proximité. Du contact, effectivement. Du contact, tout à fait. Philippe, on a parlé de cette année 2025. Vous nous avez dit que le nombre d'adhérents de la compagnie des CGP au global a progressé. Quels sont
les projets, les enjeux pour 2026 pour la compagnie des CGP? Ben, la compagnie CGP continue à progresser à plein de niveaux. D'abord, nous avons une société de formation qui apporte effectivement sa valeur ajoutée avec notamment pour les IAS, ceux qui ne sont plus à la compagnie mais qui sont ailleurs, qui veulent continuer à bénéficier de cet accompagnement personnalisé. Nous avons mis en place des formations également, nous n'en parlons pas là maintenant, mais sur les cryptoactifs. Alors il faut savoir que les CIF n'ont pas le droit, aujourd'hui, Bien tel que sûr. la loi est faite, de travailler, mais il n'empêche d'avoir une culture générale, une relative connaissance et une formation, parce que nos clients nous posent des questions, donc d'être en mesure de pouvoir répondre. Ça ne veut pas dire que nous allons les accompagner Non, bien sûr, mais ça à veut ce dire niveau-là. qu'il Mais faut savoir, de quoi on parle quand on parle de cryptoactifs, les clients viennent avec des questions sur le qu'on ait un sujet. minimum de connaissances et de pouvoir répondre. Et D'accord. après, le client fait ce qu'il veut, puisque là, ce n'est pas notre sujet. L'autre sujet qui me paraît être important aussi, ce sont des modules de formation personnalisés que nous avons mis en place pour faire évoluer, et notamment pour la compagnie IMO et aussi pour la compagnie IOB. Nous avons mis des formations spécifiques pour faire évoluer le niveau de compétences des personnes qui font que de l'IOB. D'accord. Il y a des synergies interprofessionnelles parce que là aussi, IOB, c'est un, je dirais, IOB, c'est IOBSP, hein, c'est ça? IOBSP, Ouais. tout à fait. C'est une compétence à multiniveau. Vous ne travaillez pas le pro comme vous pouvez travailler le particulier. Donc, il y a des réflexes à acquérir, il y a des formations spécifiques à avoir, et donc il y a des synergies interprofessionnelles qui se mettent effectivement en place. Donc, Mais ça revient d'ailleurs sur ma question de comment est-ce qu'on fait son métier début 2026. Ça veut dire qu'on travaille plus en interprofessionnalité bien avec sûr. les autres, ou en tout cas on se forme sur les expertises des autres, même si on leur laisse évidemment le... Je pense que c'est indispensable aujourd'hui, c'est-à-dire que d'être entouré avec un expert comptable, un avocat, un notaire, en fonction des clients bien sûr, et nous, au cœur de ces compétences-là, ça permet effectivement de rassurer le client et d'apporter des conseils divers qui vont permettre de pouvoir faire des échanges qui vont être constructifs, positifs et sur lesquels nous allons pouvoir travailler sur du long terme. Aujourd'hui, celui ou celle qui reste complètement dans son coin et qui pense détenir la vérité, ben moi je ne la détiens pas, ça c'est sûr. Je pense que le degré de synergie est important au niveau interprofessionnel. Donc on se forme, on travaille ensemble et on Voilà. essaye de maintenir un contact humain, c'est ça, avec, Vous avez avec les bien gens qu'on résumé, accompagne. Nicolas. Vous avez tout à fait bien résumé, absolument. Voilà la manière Voilà. effectivement dont on fait son métier début 2026 en prenant en compte les différents enjeux qui arrivent en lien avec les nouvelles technologies. Merci beaucoup Philippe Feuille de nous avoir accompagnés Merci, sur... juste une précision peut-être. Nous avons aussi nos séminaires et nous avons notre convention qui cette année sera décentralisée et qui sera à Lille, à Lille. Merci Philippe Feuille, qui sera quelle date? au mois de juillet, début juillet. Début juillet. Je rappelle que vous êtes président de la compagnie des CGP. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et nous finissons cette émission avec l'œil de l'expert où nous allons nous poser une question. Quels enjeux en matière de produits structurés en ce début d'année 2026? Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Nicolas Dubos. Bonjour Nicolas Dubos. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur associé chez Nexo Capital. Alors chez Nexo Capital, l'activité de Nexo Capital, c'est une activité de structureur. Vous concevez, vous créez, ensuite vous distribuez les produits structurés. Qu'est-ce qui vous caractérise chez Nexo Capital par rapport à d'autres structureurs? Alors premièrement, merci de m'accueillir. Je dirais, chez Nexo Capital, on a un goût prononcé pour la technique. Et c'est lié à notre histoire, puisque nous avons été fondés pour des investisseurs institutionnels. Et donc, notre approche, elle se caractérise par beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications, beaucoup d'analyses, beaucoup de formation. Et donc, peut-être remettre vraiment au cœur de la relation que nous avons avec nos partenaires, le conseil en structuration. Un mot peut-être sur 2025. Ça fait plusieurs années maintenant que les produits structurés sont quand même régulièrement évoqués par les conseillers en gestion de patrimoine ou autres. Comment s'est déroulé 2025 chez Nexo Capital? Alors 2025 a été une année record avec un fort taux de croissance en termes de volume, en termes de clients, en termes de part de marché. Nexo continue son déploiement sur les principales plateformes d'assurance vie, et puis également très satisfaisant une croissance humaine avec le renforcement de l'équipe commerciale et de l'équipe d'ingénierie financière.
Début 2026, je disais en début d'émission, quels enjeux pour les produits structurés en ce début d'année. On arrive à structurer encore simplement quand on a des mouvements de marché, des tensions géopolitiques, des questionnements autour de l'IA, des questionnements autour des guerres commerciales, ou en tout cas celles menées par les États-Unis à l'heure actuelle. On arrive quand même à faire son métier de structureur? Alors oui, en effet, comme vous l'avez dit, beaucoup de mouvements sur les marchés, beaucoup de volatilité. Et justement, la force des produits structurés, c'est qu'ils aiment bien la volatilité. Parce qu'en fait, quand ces produits sont construits, les produits classiques que l'on connaît dans l'assurance vie française, les autocollants Athéna, les Phoenix, en fait, les banques qui construisent et émettent ces produits le construisent en vendant une partie optionnelle dont le prix dépend de la volatilité. Et donc, plus elles sont en capacité, quand il y a de la volatilité, de les vendre cher, plus on a de budget pour D'accord. financer des meilleures protections, pour financer du meilleur rendement ou à minima des mécanismes de protection du rendement. Donc on arrive toujours, c'est même presque porteur quelque part d'avoir de la volatilité en ce début d'année pour une activité de produits structurés. Bah c'est ça, c'est porteur, ça permet en plus de sécuriser des points d'entrée intéressants, sachant qu'en plus dans les produits structurés, on n'a même pas besoin d'un point d'entrée parfait puisque ces solutions permettent de générer du rendement dans des trajectoires de marché stables, D'accord. voire légèrement baissières si on a des mécanismes de dégressivité ou de distribution du gain. Comment on fait pour rester diversifié dans le contexte actuel? Pour être diversifié, déjà, il faut être en capacité de vraiment explorer les classes d'actifs, les différents secteurs, ce qu'on fait avec notamment en collaboration avec notre ingénierie financière. On a travaillé en début d'année sur vraiment beaucoup de thématiques différentes. On a travaillé sur la Chine, on a travaillé sur l'Allemagne, on a travaillé sur les métaux précieux avec les mouvements qu'il y a eu sur Bien sûr. l'argent, sur l'or. On a même structuré sur le cuivre, on a structuré autour de l'IA, autour de la défense, avec des structures qui peuvent être différentes selon les secteurs. Et donc, ce qui est important, c'est d'explorer tous les secteurs. Et puis sinon, une bonne idée, tout simplement pour travailler de manière diversifiée, c'est de construire des produits sur des sous-jacents qui sont eux-mêmes diversifiés. D'accord. Donc on peut le faire avec un peu de stock picking pour nos partenaires qui aiment bien faire ça. Ou des indices. Ou des indices. Voilà, stock picking, on construit des paniers de 3, 4, 5, 6 actions. Nous, on a mis en place des modèles internes pour aider dans la sélection et la construction de ces paniers, parce qu'il faut des actions qui correspondent aux convictions, mais aussi qui, quand on les assemble, permettent d'avoir des paramètres dérivés quand même intéressants pour le pricing, des coupons intéressants. Et sinon, de s'orienter vers des sous-jacents indiciels avec 10, 20, 30, 40 actions. Et là, en France, avec la complexité de pas mal d'indices, il y a peut-être un peu plus d'analyse à apporter. On peut faire ça sur des sous-jacents assez classiques, assez qu'on dit purs, comme l'Eurostoxx Bank, par exemple. Mais souvent, on retrouve en France beaucoup d'indices à décrément. Et donc, pour ces indices-là, il est vraiment intéressant d'observer, d'analyser les dividendes qui sont réellement versés par les sous-jacents. Et d'ailleurs, nous, on n'a pas toujours trouvé notre compte pour ces indices-là, pour travailler certaines thématiques. Et donc, on a décidé en 2025 de lancer notre première gamme d'indices sur la France. On a lancé sur l'Allemagne, on a lancé un indice transatlantique. Et en début d'année, on a continué avec un indice diversifié entre l'Europe et l'Asie. Et même très récemment, la semaine dernière, un indice sur 4 secteurs européens, les semi-conducteurs, la défense, l'énergie et les banques. Vos propres indices, du coup, sur lesquels ensuite sont indexés les produits structurés en question. Et ça s'explique comment vis-à-vis des banques avec lesquelles on travaille? C'est quelque chose qui est entendu côté épargnant? Bien sûr, en effet, parce que déjà ces indices qui ont du sens, Oui, bien sûr. du sens En lien avec la perception du marché. avec la perception des marchés, et aussi en termes de construction, pour avoir cet impact historique du décrément qui est minimisé. Et ça, c'est vraiment une demande assez forte qu'on a eu de nos partenaires. Et on a mis d'ailleurs, pour la mise en place de ces indices, on l'a fait en architecture ouverte. On a mis en concurrence les différentes banques d'investissement qui sont capables de nous accompagner sur ces stratégies-là. Et on a fait vraiment une collecte assez forte sur ces indices-là en 2025 et on continue cette année. Rapidement, sur le sujet des taux, on peut là aussi se diversifier grâce aux produits structurés? Alors oui, complètement. Il y a une année, si je fais un point un peu globalement sur ce qui a été fait sur le marché en 2024, beaucoup de stratégies qui sont indexées sur le CMS 10 ans, le taux européen à 10 ans. Nous, nos partenaires, comme toute stratégie, ils sont restés quand même assez prudents à ne pas surcollecter sur ces stratégies, ce qui leur permet en ce début d'année de s'orienter peut-être sur des taux un peu plus courts, type Euribor 12 mois, CMS 2 ans, donc des stratégies peut-être un peu plus corrélées à ce que fait la BCE, ou des paris plus ciblés. On a accompagné par exemple nos clients sur des structurations autour de taux espagnols, autour de taux italiens, autour de taux allemands, avec la volonté souvent préconise de mettre un effet mémoire sur le coupon pour protéger au mieux le rendement. Et puis aussi en termes de structure, depuis la fin d'année dernière, on a construit des produits dont le remboursement ne nécessite plus une trajectoire baissière du taux, mais notamment le
type de rappel qu'on appelle un rappel de type TARN, où on a un remboursement à partir de 2 coupons touchés. Donc il suffit que à 2 dates d'observation, le taux reste en dessous de sa barrière de coupons. Donc on peut avoir un remboursement, mais avec une trajectoire légèrement stable ou haussière. Merci Nicolas Dubos de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur associé de Nexo Capital. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Be Smart for Change.